ce moment-là, vraiment très précis, que la trouille, pourquoi pas. En tous les cas, que mes tripes ont commencé à ruer sous ma peau. Et si pendant cette nuit, non pas je ne me sentais plus me chier dessus, je savais très bien quand je ne pouvais pas retenir ce que j'avais envie de faire, je n'avais pas cru remarquer que je me faisais dessus, ou que je n'avais plus rien à me faire pendant ce moment-là. En tous les cas, c'est à partir du point où l'officier de la Légion m'a dit prendre place à l'intérieur avec mes hommes et que lui me servait de couverture, une certaine couverture en tout cas. J'ai essayé de transmettre les ordres derrière, avec Ali qui était toujours à côté de moi, qui ne me quittait plus. J'étais dans l'impossibilité d'ouvrir ma gueule. Non pas que je voulais dire à mes hommes, en arabe, qu'ils n'avaient que moi à écouter, ou leur dire, vous n'avez qu'à rester là. J'étais coincé. Le verrou s'était bloqué et je n'arrivais plus à sortir une seule parole de mes lèvres. Avec ce que j'avais toujours ressenti, depuis des mois en tout cas, une brûlure dans le bide et une brûlure surtout au trou de balle. Mais quelque chose de plus profond qui semblait se visser presque autour de la colonne vertébrale, qui me recouvrait de frissons, qui par ondes me submergeait. Et le gars qui attendait que je m'écarte et que je donne les ordres au type m'a dit, qu'est-ce que vous attendez? Je lui ai dit, je suis malade. Et c'est encore à ce moment-là qu'est arrivée une bagnole de l'armée. C'était des gendarmes. Qu'est-ce qu'ils venaient foutre? Ça me chercher, peut-être. Voir comment ça se passait, peut-être aussi. En tout cas, j'ai été incapable d'aller plus loin de « je suis malade ». Et je me suis retourné légèrement. Et le type m'a dit, c'est vous qui sentez? J'ai dit, oui, c'est moi. J'ai dit, je fais de la dysenterie, quoi. Alors il a essayé de rigoler en me disant que j'avais la trouille. Je lui ai dit, je ne pense pas que ce soit seulement que la trouille. Je suis pas à mon affaire, parce que ce qu'on nous demande de faire là, c'est une drôle de chose. J'en disais peut-être un petit peu trop, mais je sentais que lentement je commençais à glisser vers le sol. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé par terre. Ali au-dessus de moi qui me foutait des baffes dans la gueule. Les Arabes qui m'avaient vu tomber s'étaient levés, avaient laissé leurs armes sur le sol et s'étaient rapprochés de moi. Ali cherchait dans la gourde de mon pactage la petite goutte d'alcool qu'il pouvait peut-être y trouver. Moi, je le voyais s'agiter à travers un nuage, avec la trogne du type de la Légion qui permettait pas de blagoter. Il était en train de mijoter dans sa tête je ne sais trop quoi, quand les gendarmes m'ont secoué un peu. On demandait ce qui se passait et croyait que déjà il y avait eu de la bataille. Et c'est Ali qui a répondu à ma place, qui a dit « Le sergent malade ». Le sergent malade, bon ben, on m'a tenté un peu la tête, les poignets, etc. Et c'est le type de la Légion qui a dit non, il a la chiasse et il a la trouille. C'est pas un homme sûr. Il sera pas obéi par ses hommes. C'est moi qui me charge du commandement. Et les gendarmes, forts de ce que ce type-là, bien plus gradé que moi, avait pu dire, ont commencé à me bousculer, à me faire monter dans une jeep et en route, adieu les galères. Tout le groupe marocain est passé sous les ordres du type de la Légion. Et moi, on me ramenait quelque part. Et en cours de route, je me suis permis, sans aucune fioriture, 2-3 évanouissements. J'ai fini par ouvrir mon froc en arrivant pas très loin d'Oujda et à regarder dedans, il était tout imbibé. C'était plus de la merde, c'était du sang, je faisais une hémorragie. Alors là, vraiment, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, ça y est, je vais crever dans la jeep, ça me fait chier, quoi. J'avais envie d'avoir un lit. C'est vers un lit qui m'amenait. On m'a fait rentrer à l'hosto et on m'a pas tellement emmerdé. On n'a pas commencé par m'interroger ni rien. On m'a soigné. Je suis passé très près. On n'avait pas stoppé ça.
Il a fallu faire des tas de machins un peu dégueulasses à supporter. Puis on m'a retapé mollement, jusqu'à ce que, étant à peu près d'attaque à supporter une discussion, j'ai eu droit à ce qu'on pourrait appeler un premier interrogatoire, savoir comment les choses s'étaient passées. Il fallait que je fasse une sorte de rapport verbal. J'ai appris que les bonhommes avaient été ramenés au camp, qu'on ne pouvait pas les commander parce qu'on ne parlait pas l'arabe du côté de la Légion, en tous les cas très mal. Et que on, qui était là-haut, n'avait pas l'air de s'impatienter. Certainement qu'elle savait ce que j'avais, en tous les cas qu'elle savait que j'étais malade dans un hôpital. Et toute cette espèce de petit interrogatoire a continué avec une bonhomie presque décourageante. Le type qui me posait des questions était très détendu apparemment, fumait, me donnait du tabac, fumait aussi. De temps en temps, il ramenait la conversation sur mon état, content qu'il était, disait-il, de me voir un peu retapé, mais que j'avais bien chopé, que j'en avais certainement pour des mois à remonter ça. Au hasard et en passant, me faisant remarquer que j'en avais encore pour quelques mois avant d'arriver à la fin de mon engagement et de pouvoir donc rempiler. Avec un œil un peu brillant, un œil très scrutateur, très vicieux, comme les petits yeux de cochon. Et puis, ça s'est passé comme ça n'aurait pas dû se passer ou comme ça pouvait se passer. À partir d'un point que par la suite j'ai élucidé, les troupes marocaines, purement marocaines, telles que les Goum marocains, étaient encore placées sous une très fragile protection du type du Maroc, le sultan. On dépendait de lui. En fait, on ne dépendait pas du tout de lui, on faisait ce qu'on voulait, mais les hommes que l'on avait, nous les Français, à manipuler, c'était des hommes à lui. Et nous, les Français, nous étions des hommes aux Français. Tout à fait convaincu qu'il y a eu absolument, et qu'il ne pouvait d'ailleurs y avoir aucune intervention nulle part, sans mimer le plus petit trouble nerveux, je débloquais tellement. J'étais rentré dans un délire provoqué à petite partie par la fièvre que j'avais, mais qui n'expliquait pas. Parce qu'un type qui fait une dysenterie amibienne avec une hémorragie est un gars qui a un peu de fièvre, qu'on a eu surtout avant, et qui pendant est très fatigué, et qui ensuite, eh bien, s'il le faut, même avec une transfusion, s'en sortira, quittera sa fièvre avec un traitement approprié pendant des semaines ou des mois. Cela n'expliquait en aucun cas les espèces de tremblements que j'avais, de moments tout à fait paniqués quand l'infirmière arrivait avec ses petites boulettes d'opium à me faire bouffer. Que peut-être. Ou bien on a voulu se débarrasser de moi d'une façon curieuse, inélégante ou élégante, en tous les cas pour moi, inespérée. Alors qu'il y avait donc ces fameuses deux portes auxquelles je pensais dans ma nuit. D'un côté le conseil et de l'autre côté, je crevais. Il y avait une troisième qui était la maladie et que peut-être dans l'armée on allait saisir ce prétexte compte tenu des petits rapports que j'avais eus avec les Arabes et qui m'avaient fait plus de mal, si l'on veut, qu'autre chose, de se débarrasser de moi et de me renvoyer vers la France. Encore que jusqu'au bout, j'ai pensé qu'il allait m'arriver quelque chose, en rentrant surtout au poste. J'étais revenu par une ambulance. J'ai retrouvé Cécile Leon là-haut, qui avait l'air de m'en vouloir prodigieusement d'être malade alors qu'elle était en cloque. Personne n'est venu me voir, j'avais mon pactage à faire, et dès que je pourrais supporter le voyage pour la France, eh bien je pourrais le faire. J'ai pratiquement revu personne, sauf Ali qui ne me quittait plus, qui s'était véritablement attaché à moi. Ça me faisait chier parce que je savais que je l'avais carrément bousillé, qu'il avait lui aussi signé un certain nombre d'années là-dedans, et qu'après avoir servi d'ordonnance à un Français comme moi, il était considéré comme un type pourri à cause de moi, qu'on allait lui filer les merdiers les plus invraisemblables. Entre autres, porter les pierres et peut-être même avoir droit au petit supplice de l'attente. J'y avais assisté, j'avais même été contraint parce qu'il est impossible dans l'armée, c'est un carcan,
de lutter. Il faut lutter par la bande tout doucement. En ne s'avançant pas trop du côté du gars qui dérouille, parce que ce gars qui dérouille, étant donné qu'il a tellement perdu toute notion possible de son raisonnement, même si c'est un arabe qui, disons, est moins rationnel que nous, que moi je pouvais l'être. Si par hasard on montrait un peu trop de, ne disons pas de tendresse ou de délicatesse, mais on essayait d'assouplir un peu le régime dit pénitencier de certains, eh bien le même gars, qui était le bénéficiaire de cette histoire-là, croyait, sentait, trouvait qu'à un moment donné, peut-être ça allait le servir que de moucharder. Et le gars ne se dégonflait pas, et à la prochaine ronde ou à la prochaine semaine de garde d'un autre Français, il allait cracher le morceau, et ce Français en question allait faire son rapport. Sans jamais douter que l'arabe peut-être même était tout à fait dans le faux, avait mal interprété les choses, etc. Et moi je me souviens avoir assisté, avoir vu une fois, au tout début, après la période de Leroy, cette espèce de redressement pénitentiaire qu'on mettait en route systématiquement. Quand on n'en trouvait pas, on en inventait un. Un gars qui n'avait pas salué, un gars qui était vautré dans un coin, un gars qui était assis en train de pisser, qu'on disait en train de se reposer, etc. Il fallait maintenir la rigidité du cadre et de la loi et du règlement et l'application. Et j'avais été chargé de m'occuper et de surveiller des gars qui avaient été punis en plein été. Ça s'appelait la guitoune. On les foutait sur le sable, on leur attachait les pieds et les mains derrière la tête, et on tendait une toute petite toile de tente, une sorte de petit torchon, seulement sur la poitrine. Je ne sais pas si c'était de la délicatesse ou pour leur empêcher de crever, ou pour empêcher au sang de se brusquement figer au collagier, je ne sais trop quoi. En fait, moi, j'ai eu à surveiller quelques gars qui étaient là sous la guitoune, avec un soleil qui dardait, qui brûlait comme on n'a pas idée. La première journée, je l'ai passé comme ça avec les gars qui devenaient absolument violets. Bouffés, alors que ce sont des types du désert, ce sont des gars qui ne craignent pas la chaleur, mais bouffés parce que sans chèche, avec des cloques sur le visage, le pif qui devenait énorme, une langue qui pendait. Seul le soir, on les détachait pendant 10 minutes, le temps de boire un verre de thé avec un morceau de sucre, et ça recommençait toute la nuit. La nuit, c'était, enfin, comparativement au jour, ils étaient très bien. Mais la fièvre les prenait, ils se mettaient à trembler. Alors moi, j'avais cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Voir le lieutenant et dire c'est inhumain. C'était non pas du tout moi me glisser sous la guitoune à mon tour, mais j'en avais trop fait, enfin, j'en avais pas fait tellement, mais trop pour eux. Donc impossible d'aller voir le lieutenant. Impossible non plus d'aller voir l'adjudant-chef avec sa moussemée. Tout le monde avait l'air de se régaler. Et on faisait défiler devant le soir, avant de baisser les couleurs, tout le poste devant les copains. Les Arabes les regardaient. Ça sera peut-être à eux pour demain. Et j'ai trouvé le matin du deuxième jour que je n'étais pas obligé de les surveiller en restant tout à fait à côté d'eux. Moi, j'avais une petite chaise longue, pas très loin de là, avec une toile de tente tendue derrière qui me faisait de l'ombre. Je cuisais, mais je cuisais agréablement. Je pouvais fumer, je pouvais boire un coup, je pouvais de temps en temps venir, et puis, ce qui était recommandé d'ailleurs, de les engueuler, de leur rappeler ce qu'ils avaient fait, etc. J'ai trouvé le matin vers 10 heures que si je m'approchais, je faisais de l'ombre. Seulement, j'en avais 8. Je ne pouvais pas rester plus de 5 minutes devant chaque type, à qui je faisais de l'ombre. Puis à midi, je l'ai eu dans le cul, parce que le soleil, il est tellement droit qu'on ne fait plus d'ombre du tout. On s'en fait même pas avec son propre blaire. Il y a le soleil qui vous tombe carrément tout droit, perpendiculairement sur la gueule. Et la deuxième après-midi, jusqu'à 3 heures, 4 heures, les gars ont commencé à s'agiter, à tirer sur leur courroie, leur chaîne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur foutait au bout des cordes avec des piquets. Puis moi, j'allais de l'un à l'autre, il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas. Alors je me penchais un peu. Puis je me suis fait poirer, quoi. Je me suis fait poirer parce que le lieutenant était très vicieux. Vicieux envers moi, puis vicieux envers tout le monde. Alors il a laissé arriver comme ça 3 heures ou 4 heures.
À ce moment-là, ben, je refaisais mes petites rondes toutes les demi-heures et puis je me postais 2-3 minutes, 4 minutes devant un type. Il m'a dit, j'ai vu votre petit manège, hein. Oh, je dis, il n'y a pas de manège, mon lieutenant, je viens les voir parce que il y a des gars qui s'agitent tellement. Il me dit, oui, c'est ce qu'il faut. Bah, je dis, oui, c'est ce qu'il faut, mais il y en a bien qui va finir par crever, quoi. Je crois que si on veut les punir et si on veut leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, ben, ils ne doivent plus le refaire, on doit leur permettre au moins de raisonner comme ça, mais non pas de crever, de ne plus avoir donc de chance, nous, de les récupérer. Il me dit, on n'est pas là pour les récupérer. Il faut qu'il y ait tous les mois des gars à la guitoune. C'est tout. Et vous n'avez pas à venir les voir, et surtout pas leur faire de l'ombre. Alors j'ai refusé, j'ai fait le gros con en disant, mais alors, j'ai jamais voulu faire de l'ombre, j'ai jamais pensé à ça, bah, vous me donnez une idée, vous pensez bien que je ferais pas un truc pareil, pour qui me prenez-vous, etc. Il m'a dit, bon, foutez le camp maintenant là-bas. Et j'étais obligé de terminer ma semaine de garde avec la petite guitoune sur la tête, quoi. Alors quand je suis rentré au camp, eh ben, j'ai fait mes petites valises, quoi. Enfin, j'avais pas une valise, j'avais une cantine que j'ai conservée, dont je me suis jamais débarrassé. J'y tenais comme à ma bite. Et on a entassé là-dedans, on a fait des gros paquets, et on a décidé que le quart venant une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne me rappelle plus, on prendrait le quart et à Oujda, bien, on se renseignerait pour avoir un bateau. Moi, j'étais en permission de convalescence et de démobilisation. C'est le seul rapport que j'ai eu quand je suis rentré au poste. Par le lieutenant qui est venu me l'apporter lui-même en main propre, et qui m'a dit voilà, on me la fout en travers la gueule. Et qui a fait un grand slam alek à ma femme, à qui il a baisé le bout des doigts. Et ma femme a été très touchée par ça. Dans son fort intérieur, elle ne blairait quand même pas tellement l'armée. Elle trouvait que c'était la place pour les abrutis, les cons, les tordus. Mais pour les officiers, elle avait un gros penchant. Et pour ce mec-là, qui l'avait pas du tout embobiné, mais qui avait joué son jeu contre moi, elle avait une certaine faiblesse. Et quand le quart est arrivé, eh bien, j'ai dû traverser le poste avec Ali qui traînait les paxons, qui s'en était chargé. Puis en arrivant devant le poste, il n'y avait personne, pas de français ni rien. Il y a un gars, un pauvre mec bien dressé là, un goumier qui m'a présenté les armes. Je l'ai regardé, puis j'y ai fait un petit sourire, un petit clin d'œil. Et au moment où je montais dans le quart, tout le douar est sorti. Bon, c'est pas de la glorieuse, là. Non, c'est pas mon genre. Mais ça m'a fait quelque chose. Le douar est sorti, les femmes ont fait des petits you-you, puis les bonhommes ont commencé à s'agglutiner au quart. Pas du tout pour jacasser avec les autres gars qui étaient là du douar un tout petit peu plus loin et qui allaient attourir de faire leur business. Non, le quart, il allait d'un moment à l'autre pratiquement tomber, quoi. Les gars voulaient me voir une dernière fois, me faisaient des clins d'œil. Certains essayaient, à travers la vitre qui était baissée, de me toucher la main puis de se baiser le doigt. Puis Ali était là, qui me regardait avec ses grands beaux yeux qu'il avait. Il avait des yeux magnifiques, ce mec. Il n'était pas comme les autres, il n'avait pas les yeux bridés comme certains du poste. Il faut dire aussi, on les mélangeait, on les mêlait. On s'était arrangé à mêler toutes les tribus possibles, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'entente entre eux, et ce que le mouchardage règne en maître. Et lui, il était peut-être le seul, c'est possible, à avoir ses yeux assez ronds, non bridés, donc un type qui n'était quand même pas du désert, du pays très chaud, peut-être des montagnes, je ne sais quoi. Puis au moment où le gars a mis son quart en route, Ali a fendu la foule, là, et toutes les femmes qui continuaient à gueuler. J'entendais une sorte de petite mélopée de sergent, de sergent, de sergent, et sergent, c'était fini, quoi. Et Ali m'a pris la main, et oh, il a pris le geste, ni le geste pleutre, ni le geste con, quoi. Je crois qu'il m'aurait léché les pieds, j'aurais été content, puis j'aurais léché les siens. Alors il m'a pris ma pogne, il l'a tirée, il voulait pas me la laisser. Puis il me l'a recouverte de baisers, quoi. Et puis elle qui me disait, il est tellement sale, puis tu te laisses faire. Alors j'ai répondu, bon, pas où j'en suis, hein, je risque rien.